Le cercle RH, c'est un grand entretien. On va faire de la prospective. Vous êtes peut-être en train de vous demander, avec votre fils là, qui a 20 ans, mais il faut que tu trouves une filière pour trouver le bon emploi. On va en parler parce qu'il est question des métiers avec un S en 2030. C'est un travail très approfondi, mené d'un côté par France Stratégie et la DARES, qui sont deux institutions très sérieuses. Un travail de statistiques, de prospective, d'éléments de natalité. Et on en parle justement avec Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe. On va prendre le temps ensemble. Alors, vous venez dans le cercle des experts, là, sous votre casquette de cabinet de conseil opérationnel Newbridge. Mais là, aujourd'hui, vous venez avec l'autre casquette, France Stratégie. Vous êtes, vous, le président du comité d'orientation du groupe prospectif des métiers et qualifications. Je mets le terme entier, comme ça, ça montre le sérieux de l'affaire, à l'origine des métiers de 2030, 4e exercice. Le document, qui est très détaillé, devait sortir avant le Covid, et puis vous l'avez décalé. D'abord, on va commencer, avant de rentrer dans les détails de ces métiers, où il y aura des tensions, l'industrie, le bâtiment, tous les secteurs. La méthodologie d'abord et l'esprit qui vous a animé, vous et toute l'équipe, parce qu'il faut bien imaginer que vous avez été entouré d'une équipe de gens qui ont travaillé sur les chiffres. Qu'est-ce qui vous a animé? C'est quoi l'esprit de ce document? Alors l'esprit, donc France Stratégie, c'est le successeur de ce qu'on appelait avant le commissariat au plan. Je parlais de la data tout à l'heure. Voilà. Et à quoi ça sert? Ça sert justement à donner, à voir sur du long terme. Pour les acteurs économiques du pays, les jeunes qui pensent à leur avenir et leur famille, les entreprises qui se disent mes emplois, mes métiers d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans, les demandeurs d'emploi aussi qui peuvent chercher vers où aller, pas pour trouver des solutions durables, des métiers d'avenir, et puis tous les gens qui s'occupent d'investir dans la formation. Ça peut être l'État avec l'éducation nationale, mais ça peut être aussi tous les organismes privés, voire même des investisseurs qui peuvent se dire la formation, vers où investir en matière de formation. Donc au fond, ça concerne tout le monde. Et je crois que pouvoir public et entreprise. Voilà, c'est public, privé, c'est donné à voir sur du long terme, parce que 2030, c'est quand même une certaine projection dans le temps. Moyen terme. Ça fait une dizaine d'années, un bon moyen terme. Hein. Habituellement, on est quasiment dans le moyen terme, long terme. Et c'est pour permettre aux acteurs d'avoir des éléments de repère pour pouvoir... bon, je précise tout de suite que l'étude dont on parle, elle est évidemment accessible facilement sur le site de France Stratégie. C'est gratuit, tout à chacun peut y avoir, pas que la synthèse, peut y avoir accès. Il y a l'étude complète. Il y a l'étude, parce que là, derrière ça, vous avez 87 métiers. Alors évidemment, on ne va peut-être pas parler des 87 aujourd'hui, mais du coup, ça donne à voir sur 87 métiers, une trentaine de secteurs professionnels. Qu'est-ce qu'on pense qui va se passer de la manière la plus raisonnable et raisonnée économiquement dans le pays. Je dirais même pour les entreprises, puisque moi je suis un DRH de métier. Je ne l'ai pas précisé, mais oui, voilà, ANPE, Renault... voilà. Et donc mon métier c'est DRH, et finalement quand vous êtes un DRH, vous avez à faire un truc qui s'appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais finalement, vous êtes dans votre entreprise, vous ne savez pas forcément ce qui va s'y passer dans 10 ans. Donc d'avoir comme ça... là, je crois que c'est la noblesse de l'État, si vous voulez, de fabriquer des... C'est à ça que ça sert, les pouvoirs publics, peut-être même les impôts qu'on verse, c'est pour financer ça, parce que ça va éviter que tout le monde fasse ses études dans son coin, et puis, séparément. Et puis s'oriente vers des filières totalement bouchées, délaissant un nombre de secteurs, on va y venir, on va les détailler, alors qu'ils ne sont pas, et vous le dites vous-même, enfin, vos équipes et vous le dites, qui ne sont pas les secteurs, on va le découvrir, les plus attractifs aujourd'hui, et peut-être qu'il faut repenser l'attractivité de ces métiers. D'abord, en termes de macro, il y a 1,8 million d'emplois, tous secteurs confondus, on est bien d'accord, qui vont être créés entre 2022 et... Alors, 1 million d'emplois vont être créés, rajoutés aux emplois existants. À peu près 30 millions de personnes travaillent en France, la population active. Donc on va se rajouter 1 million de plus. Donc c'est vrai, d'abord, bonne nouvelle, l'emploi est en train de croître. Bonne nouvelle parce que des fois on s'inquiète, on dit le digital, l'automatisation, les robots, les emplois disparaissent, ou alors les emplois vont à l'autre bout du monde, délocalisation. Non, la réponse c'est de dire l'emploi en France va augmenter d'1 million. Vous dites même, ça c'est très intéressant dans le contexte dans lequel nous sommes de campagne, mais encore plus intéressant à l'issue de cette campagne, vous dites on va réussir à toucher, grâce à ces chiffres, au chômage structurel, chose qu'on avait beaucoup de mal à faire. Alors effectivement, dans ces projections, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est 1 million d'emplois de plus les 30 millions déjà existants, finalement le chômage va baisser.
il va continuer à baisser. Déjà, il a pas mal baissé là, ces derniers temps, peut-être à la surprise générale, 7,4%. Là, bon, là, on dit ça va passer la barre des 7, presque assurément. Vous voyez, sans faire de... En touchant au structurel. Et on touche à ce qui paraissait... Impossible. On disait, non, on n'y arrive pas. On a tout essayé. Voilà, on a tout essayé, etc. Ben non, on n'a pas... En fait, ce qui va se passer... Alors attendez, ça, c'est pas de dire... C'est quand on prolonge on pourrait peut-être même encore aller plus loin s'il y avait d'autres réformes. Mais là, on a pris l'état des réformes actuelles. En l'état actuel. L'état du droit, des grandes décisions publiques, le chômage baisse. Peut-être qu'il y aurait des politiques pour le faire baisser encore plus. Mais en tout état de cause, ça, c'est avec les décisions et les politiques actuelles, on atteint la barre des 7 et même on va sans doute en dessous. Je le précise à ceux qui nous regardent et qui voudront aller un peu plus loin que notre émission qui fait une vingtaine de minutes, que vous avez aussi bâti, et c'est un travail titanesque, des scénarios, on va en parler, un scénario Covid+, un scénario bas carbone, c'est-à-dire dans l'hypothèse qu'on continue à investir, quitte à perdre du PIB, parce qu'il faut investir beaucoup, et qui aboutirait avec ce scénario bas carbone, si j'ai bien lu, à 200 000 emplois de création nette d'emplois, on est d'accord? Alors ça, c'est très important. Vous savez qu'il y a des tas d'objectifs de réduction du CO2, et pour ça, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas d'arrêter les voitures, il faut aussi investir. Il faut investir fortement. Et donc, on a une hypothèse où l'État a développé ce qu'on appelle la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, horizon 2030, et qui dit si on veut réduire le CO2 d'1,5 degré, voire 2, il va falloir investir. Et les investissements, d'abord, c'est où là, et qui sont très consommateurs de main-d'œuvre, c'est le bâtiment. Bien sûr. Dans le bâtiment, si on investit, on incite beaucoup les gens. Alors, on a commencé à le faire et on va continuer. Là, on prend les décisions qui ont été prises. Ça va créer des emplois. 200 000 emplois créés. Rénovation thermique. Voilà, notamment. La rénovation thermique du bâtiment. Et c'est pas que des ouvriers, certes qualifiés du bâtiment. On va en avoir besoin. C'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des juristes dans le bâtiment. J'allais venir. C'est de la recherche. C'est de la recherche parce que les nouveaux matériaux nécessitent effectivement, voilà. Et il y a aussi des cadres de l'encadrement, ce qui est normal dans les entreprises du bâtiment. Ça crée 200 000 emplois de plus. Donc c'est une première variante dans notre scénario qui fait qu'au lieu de créer 1 million d'emplois, là ça fait 1,2 million. Si on fait ça. Avec le scénario bas carbone qui rajoute 200 000 emplois. Qui crée 200 000 emplois. Si j'ai bien lu votre rapport, vous pointez du doigt parce que vous êtes très précis, vos équipes et vous-même, vous dites attention, il faudra aussi repenser la mobilité et la formation des équipes, puisqu'on est un peu court en ce moment, pour être capable de pouvoir répondre à la demande de la rénovation. Parce que tout le monde en parle, on n'a pas les artisans et on n'a pas toujours l'artisan au bon endroit. Tout à fait. Alors ça c'est un gros sujet. On arrive à la question des réponses, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pense qu'on va créer 200 000 emplois que les 200 000 emplois vont être créés. On est d'accord, c'est de la prospective. Parce qu'il faut des gens. C'est ça. Et est-ce que les gens, on les aura ? On sait que dans le bâtiment de travaux publics, on a 2 sujets très importants. Petit 1, l'attractivité des métiers du bâtiment, elle n'est pas très bonne dans le bâtiment. Vous savez, il suffit de parler des quelques artisans. Parfois, il fait un peu froid l'hiver sur les chantiers du bâtiment. Ils ont du mal à recruter. C'est pas un secteur facile. En plus, c'est pas on pourrait dire qu'il faut améliorer les conditions de travail. Dans une usine, c'est plus facile. Mais sur des chantiers du bâtiment, améliorer, on va pas réchauffer la planète malheureusement. Enfin, c'est pas ça qui va changer les grands froids l'hiver. Oui. Donc, le premier sujet, c'est l'attractivité des métiers du bâtiment. Et c'est pas toujours une question d'ailleurs de rémunération. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est effectivement la formation. Là aussi, c'est les réponses. C'est encore faut-il avoir du personnel qui connaissent, par exemple, les nouveaux matériaux. Vous savez, je prends un exemple parce que c'est intéressant, je l'ai, à vrai dire, vécu moi-même. Matériaux écolo. Isoler la maison. Bon, vous allez voir l'ADEME, il y a une agence d'État sur l'environnement et qui vous donne plein d'informations sur les matériaux isolants pour votre toit, pour vos murs. Le chanvre, 1000 choses. Voilà. Et en fait, vous allez voir l'ADEME, vous ressortez avec une liste de 10 matériaux possibles, plus ou moins isolants, Sauf etc. qu'aucun artisan ne le fait. Et puis après, vous allez appeler vos artisans, lui dire non, ceux-là, je ne connais pas. Non, il n'y a que celui-là du haut, là, le truc d'avant. Laine de verre, ouais.
Et donc là, il y a du boulot certainement à faire sur la formation évidemment aux nouveaux matériaux des artisans. Bien sûr. Alors, ce qui nous amène au métier, à leur attractivité, il y a deux études qui peuvent paraître contradictoires, mais elles ne le sont pas. Les métiers en plus forte expansion entre 2019 et 2030, et on verra ensuite les métiers comptant le plus de postes à pourvoir, parce que vous y mettez une nuance. Oui. Dans l'ordre des métiers en plus forte expansion, on a les ingénieurs de l'informatique. Alors ça, on l'entend chaque semaine. La tech est sous tension et ça va donc durer selon votre étude. On a les infirmiers et les sages-femmes. Sages-femmes qui étaient en grève il y a une quinzaine de jours. Les aides-soignants et aides-soignantes. Et puis on a les cadres commerciaux et technico-commerciaux parce qu'il faut vendre évidemment avec, enfin en 5e position, les aides à domicile pour les personnes âgées, mais ça peut être aussi pour la garde des enfants. Ça, c'est les métiers en forte expansion et qui viennent se superposer cette fois-ci aux métiers comptant le plus de postes à pourvoir. Et on voit, quand on calque, que ça ne ressemble pas vraiment. Parce que, dans les métiers à pourvoir, les postes à pourvoir, on a agent d'entretien, c'est-à-dire le nettoyage. 2, les enseignants, ça c'est totalement incroyable. Et les aides à domicile, là on voit qu'il y a un lien. C'est des métiers en tension, avec des postes à pourvoir. Et on voit que c'est un secteur qui est un peu en difficulté. Et puis conducteurs de véhicules, ça c'est intéressant. Les routiers, les bus, la logistique. Commençons par juste le premier item, l'informatique. Donc vous nous confirmez sur ce plateau que quand on est ingénieur informatique, on est le roi du pétrole. Jusqu'en 2030. Voilà, absolument. En fait, pour faire simple, la France, on a 3 défis. La transition digitale, métier de l'informatique. On est dedans. La transition écologique, on vient d'en parler. Et puis la transition démographique avec le grand âge et les personnes qui vont accompagner. Donc on a 3 grands défis. Et dans les 3 grands défis, ce qui est d'ailleurs assez logique, c'est là qu'on a le besoin le plus de monde. Normal. Hein, bon. Simplement, vous avez des secteurs qui sont quand même très créateurs de postes, qui vont créer. Par exemple, les ingénieurs de l'informatique, il va y avoir une création de postes par rapport à aujourd'hui, parce que le million dont on parlait tout à l'heure, le million, c'est l'édition d'un certain nombre de postes nouveaux, supplémentaires. Par exemple, plus de 100 000 ingénieurs informatiques. Donc sur ce million, on a déjà 10%, voilà. C'est l'informatique. Voilà. Et ingénieurs, donc des métiers vraiment très qualifiés. Là, il n'y a pas d'histoire. Il y a des métiers, on va le voir, où il n'y a pas beaucoup besoin de formation. Et par contre, il y a des métiers où il y a besoin de beaucoup de formation. Après, vous avez des métiers où il y a déjà des tensions qui vont se créer. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en retraite. Il y a des métiers où il y a une démographie, où il y a beaucoup de gens qui partent en retraite, et pas assez de jeunes qui arrivent formés. J'ai lu un tiers, vous me dites ça va plus loin, ça peut être un tiers jusqu'à 50% de postes à pourvoir où on ne trouvera pas, où on va avoir du mal. Voilà, tel que c'est parti, on va avoir un poste sur 2 qui n'est pas pourvu, si on ne fait rien. C'est-à-dire si les politiques publiques, nous on ne propose pas de politique publique, on dit si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. En fait, une photo. Après, quand on remet ça entre les mains des pouvoirs publics, du Parlement, du gouvernement, et puis des acteurs privés de la formation, ça doit leur donner des idées sur là où il vaut mieux prioriser les choix. Jean-Christophe Sibéras, on a en 1, dans les métiers le plus de postes à pourvoir dans le scénario de référence 2019-2030, là je m'excuse, mais les agents d'entretien et les aides à domicile, je mets à l'écart les enseignants, qui est un métier en capillotage total en termes d'attractivité et d'intérêt. Mais pour agents d'entretien et aides à domicile, dans ce tableau, pas besoin de formation. Qu'est-ce que je sais que vous ne faites pas de proposition, je vous fais sortir de votre rôle, mais qu'est-ce que devraient faire les pouvoirs publics pour que ces métiers dont on sait qu'il y aura pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, si vous voulez, il y a quand même deux pistes. C'est vrai que ce n'est pas des métiers où on va exiger beaucoup de formation. L'aide à domicile, c'est aussi les personnels de ménage qu'on emploie à la maison, ce qu'on appelle les emplois à domicile, qu'on appelait avant les emplois familiaux. Bon, en général, on ne va pas chercher des grands diplômés là-dessus, on est plutôt attentif aux qualités personnelles. Ponctualité, précision, rigueur dans le travail, etc. Et puis, dans les agents d'entretien, effectivement, ces gens d'entretien, c'est souvent le nettoyage, la propreté. Les exigences se sont accrues avec le Covid. Hein. Maintenant, en matière d'hygiène et de propreté, on demande plus de nettoyer les poignets avant de s'occuper pas. Bon, donc tout ça, ça nécessite beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, on en est déjà dans les solutions. Et si vous voulez, les agents d'entretien et les emplois à domicile, on n'a pas beaucoup de gens qui sortent des écoles pour faire ça, puisque bon. Ah non. Donc non qualifiés, c'est les emplois non qualifiés. Les emplois non qualifiés. Donc il y a deux solutions. Pendant longtemps, très honnêtement, on a eu le développement de l'emploi féminin. C'est vrai que l'emploi féminin en France, qui était 2 fois moins important qu'aujourd'hui, a beaucoup progressé. Il y a 40 ans, il a progressé, et pas mal, effectivement, sur les emplois, notamment les emplois à domicile.
On a deux sources principales. D'abord, il peut y avoir des gens qui sont demandeurs d'emploi et parfois qui ont perdu leur emploi. C'est des métiers de réinsertion professionnelle. Donc on se relance avec un métier. Il y a des personnes, surtout sur du chômage de longue durée, qui sont des gens éloignés de l'emploi. Donc c'est des métiers très utiles à la société parce que c'est des métiers de retour à l'emploi. C'est pas forcément des métiers où on reste toute sa vie. On reste pas agent d'entretien toute sa vie. C'est une passerelle. On reste pas forcément femme de ménage comme on dit. C'est un dépannage qui permet de se relancer. C'est utile. Il y a deuxièmement l'immigration. J'allais venir. En France, on a des chiffres qu'on donne parce qu'on prolonge l'immigration, les tendances. L'immigration, c'est quoi en France? Entre les gens qui s'en vont, parce qu'il y a des immigrés qui s'en vont, d'autres qui arrivent, on a 70 000 de plus par an de personnes. Quand on fait la balance, entrée-sortie. Voilà, entrée-sortie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le solde net, qui est positif, d'immigration. Sur les immigrés, en général, il y a 64% qui travaillent. Donc grosso modo, vous allez avoir 45 000, 50 000. Chaque année, il y a 50 000 personnes qui viennent de l'immigration. Qui apportent à l'économie. Et souvent, comme il y en a, pas tous, mais il y en a beaucoup de non qualifiés dans les immigrés, ils vont occuper les emplois ces postes-là dont nous avons besoin, et on en a grandement besoin. Regardez les agents d'entretien, on a un déficit énorme, puisqu'il n'y a personne qui va à l'école pour faire agent d'entretien, ou quasiment. Donc c'est la porte d'entrée sur le marché de l'emploi, voilà, pour notamment des immigrés. Voilà, donc quelque part, on a envie de dire l'immigration est une des solutions, en tout cas à ces difficultés qu'on a de recruter sur ces métiers dont on le voit dans les EHPAD, on le voit évidemment pour les aides-soignantes, qui est un autre item où il y a des postes. On voit que les infirmières quittent le métier, les aides-soignantes s'en vont. Je voudrais qu'on fasse un petit focus de 30 secondes, parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement, mais je voudrais qu'on parle de l'industrie, mais les enseignants. Enfin, c'est entre le hussard noir, le notable de la petite ville de province qui était enseignant et qui est aujourd'hui dans une situation... c'est des postes à pourvoir, ça veut dire que ce métier n'est plus attractif, on est d'accord? Alors, c'est un métier, effectivement, où il y a des questions d'attractivité. Il y a pas mal de débats sur la rémunération des enseignants, d'ailleurs, en ce moment. En même temps, on a quand même des gens qui sont toujours dans les tuyaux, mais on va avoir un déséquilibre d'environ 50 000 par an. On va manquer de 50 000... de 50 000 enseignants, pas par an sur la période. Sur la période, mais c'est énorme. Mais 50 000, si vous voulez, ça veut dire 50 000, ça veut dire d'ouvrir des écoles de formation et d'attirer des enseignants. Bien sûr. Ça, il n'y a pas d'histoire. Sinon, on va avoir des trous. Et on sait que les parents ne supportent pas les trous dans les classes. Un mot et plusieurs, parce que ça, je l'ai noté, on parle beaucoup de l'industrie, il faut relancer l'industrie, il faut aider l'industrie, Origine France Garantie, enfin bref, tous ceux qui militent pour l'industrie française. Votre rapport dit un truc très intéressant, on est stable. La proportion des emplois industriels sur l'ensemble des emplois est de 10%. Ça ne bouge pas. En revanche, on passe de 43% à 53%. Ça veut dire que l'industrie ne se dégrade pas. C'est-à-dire qu'on crée quand même de l'emploi industriel. Oui, il faut quand même intéressant. Il faut se rappeler qu'il y a 30 ou 40 ans, l'emploi industriel, c'est 20%. On est à 10%. Donc ça a diminué par 2. C'est énorme. Par rapport à d'autres pays. Mais ça ne bouge plus. Ce qui est nouveau dans notre prévision, c'est qu'on a arrêté la dégradation de l'emploi industriel dans notre pays. C'est lié à des stratégies de relocalisation en matière de pharmacie, de produits pharmaceutiques, en matière d'autonomie énergétique, et on en parle beaucoup évidemment de souveraineté, comme on va dire, l'hydrogène, les batteries, etc. Donc il y a des projets. On innove, c'est vrai. Par contre, il va y avoir des industries, ça continue à baisser. Dans la métallurgie, par exemple, on va continuer à décroître. Simplement, il y aura des compensations, il y aura de l'emploi industriel qui va se maintenir. Et je précise, il y a des emplois dans l'industrie qui vont être toujours très recherchés. Les emplois de la maintenance industrielle, les cadres, l'encadrement dans l'industrie, ça reste évidemment toujours recherché. Un dernier mot pour rassurer les parents. Il y a les métiers du juridique qui fonctionnent très très bien. Absolument. Il y a la comptabilité. Il y a quand même, dans l'esprit très français, un pays de service, où le service se porte toujours très bien, vous le confirmez. Les métiers de service. Le métier de service, c'est notamment les services aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises recourent de plus en plus aux services, délèguent, on appelle ça de l'extériorisation. Elles se concentrent, on va dire, sur leur métier, pour positiver, ce qui est d'ailleurs vrai, elles se concentrent sur leur métier de base et par contre confient des métiers à des entreprises spécialisées, notamment, par exemple, des juristes, des avocats. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de réglementation. Par exemple, la transition énergétique, c'est beaucoup de réglementation. C'est du droit. Donc, il y a aussi des juristes qui viennent accompagner toutes ces transformations fort logiquement. Donc, il y a des métiers d'avenir. On bureaucratise, comme dirait Gaspard Koenig.
On complexifie par le droit. C'est vrai qu'on complexifie les choses. L'objectif de l'enquête, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. Qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'on le veuille ou non. Je précise qu'il y a une neutralité, c'est pas évidemment un document politique avec des propositions. C'est une photographie de l'instant sur cette période, mêlant une multitude de paramètres. C'est le travail qui a été mené par les chiffres de la DARES et France Stratégie, dont vous êtes le président du comité d'orientation pour ces métiers 2030. Allez donc jeter un œil, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur des métiers en tension, les métiers de demain, on a parlé de l'informatique, et puis il y a toute une liste d'autres métiers qui sont évidemment attractifs. Merci Jean-Christophe Sibéras de nous avoir rendu visite, par ailleurs président fondateur de Newbridge, mais là vous étiez venu évidemment avec l'action de France Stratégie, avec ce rapport très détaillé sur Internet, consultable librement, comme vous l'avez indiqué. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser, tiens, ça fait écho d'ailleurs à notre sujet, aux jeunes et leur rapport à leur orientation, à leur emploi, comment ils vont chercher un emploi, comment ils regardent leur futur ou leur métier. On en parle tout de suite.